Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Hervé Ribaud, donc directeur technique de l'activité micro-nano-électronique à Minalogic, en charge de la santé. Donc bien sûr, une pensée affectueuse pour Corinne qui, comme Jean-Éric vous l'a dit, a organisé l'essentiel du programme d'aujourd'hui. Donc cette première session, c'est application médicale. Alors, si vous regardez très rapidement, vous vous dites, on va commencer chez l'ophtalmo, on va finir chez le dentiste. Super première session. Alors, je vous rassure, ça va bien se passer. Et on va commencer. Donc, l'ophtalmo, en fait, c'est une pépite de la région dans la vente d'équipements de chirurgie pour la cataracte. Et c'est un peu exemplaire parce que je l'ai souvent noté pour la création d'une start-up, c'est souvent une belle rencontre entre un praticien ou un ingénieur du biomédical. Alors là, en l'occurrence, ça va être Aurélien Bernard et deux ingénieurs opticiens, donc Emmanuel Bobo et puis Cyril Beauclerc. Donc je vais les laisser successivement nous faire leur présentation. Donc Emmanuel est directeur technique de Keranova, qui a été créé en 2016, et Aurélien est directeur scientifique. Et Cyril, lui, est toujours, si j'ai bien compris, au laboratoire Hubert Curien, mais continue évidemment à soutenir Keranova. À vous la parole. Merci beaucoup pour l'introduction. Bonjour à tout le monde. Je suis bien content aujourd'hui de pouvoir parler un petit peu du travail, des avancées photoniques qui ont permis de repenser la chirurgie de la cataracte. Et voilà, comme ça a été expliqué, je vais commencer à cette présentation et ensuite Aurélien et Emmanuel poursuivront le propos. Alors, j'ai une petite dizaine de minutes. Voilà, je vais essayer de respecter mon timing. Hop, voilà. Alors, normalement, je peux passer mes slides en cliquant là, peut-être. Ah oui, voilà. C'est ça. Voilà, donc ça, c'est le plan de la présentation. Moi, je vais vous parler de ce qui est en rouge. Donc, je vais présenter un petit peu l'état de l'art du traitement de la cataracte, pour nous rappeler, nous mettre un petit peu dans le bain, et parler de Keranova et d'une innovation importante qui permet de révolutionner aujourd'hui cette chirurgie. Je sais que j'ai été bien présenté, mais je tiens juste quand même à rappeler voilà, que je travaille à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne, j'appartiens au laboratoire Hubert Curien et j'apporte mon concours scientifique à la start-up Keranova. Voilà. Alors, la cataracte. Alors, la cataracte, en grec, ça veut dire chute d'eau. C'est l'opacification de la lentille qu'on appelle cristallin, qu'on a tous dans notre œil, derrière l'iris, et qui, avec l'âge, en général avec l'âge, ça peut être lié à d'autres problèmes, peut nous rendre aveugles. C'est d'ailleurs la première cause de cécité dans le monde. Et la chirurgie de la cataracte, c'est une chirurgie qui est extrêmement répandue dans le monde. Il y a plusieurs dizaines de millions d'opérations par an. Elle consiste à retirer le cristallin et à remplacer le cristallin par un implant intraoculaire lens, donc une lentille qui va restaurer l'accommodation de l'œil pour former les images sur la rétine et qu'on puisse ainsi voir ce qui se passe. Alors, on va passer une petite vidéo pour animer un petit peu la chirurgie, comment on fait une chirurgie de la cataracte aujourd'hui. Alors, la vidéo va se lancer, voilà. Donc, on a de nouveau ici la coupe avec, on retrouve ici le cristallin, ici, et puis les différents éléments de l'œil, le segment intérieur de l'œil. Et ce cristallin, il est dans un sac. Dans un sac, et donc, alors ça c'est une image de synthèse, évidemment, c'est un peu plus soft que de regarder des vraies opérations. Mais voilà comment ça se passe. Le chirurgien, il doit pratiquer, alors il anesthésie, localement, il doit pratiquer quelques incisions entre la sclère en blanc et la cornée. C'est des incisions de service pour passer différents instruments qui vont permettre de retirer le cristallin. Et j'ai parlé du sac tout à l'heure, et donc il y a besoin de faire ce qu'on appelle un capsulorhexis, donc c'est une découpe de la partie supérieure du sac pour pouvoir ensuite accéder au cristallin. Ce cristallin, il est plus ou moins solide, d'ailleurs plus la cataracte avance, plus il est solide, et donc il faut le fragmenter. Et ce que vous voyez ici, c'est un élément important, et c'est une révolution depuis les années 70, du docteur Kellman, c'est ce qu'on appelle un phacoémulsificateur. C'est une pièce à main métallique
qui vibre à la fréquence ultrasonore et qui aspire comme ça les masses cristalliniennes. Et c'est ce qui permet aujourd'hui, et c'est le standard de l'opération de la chirurgie de la cataracte. Et ensuite, on introduit un implant intraoculaire. Voilà. Donc, effectivement, si on passe un petit peu de temps sur ce phaco-émulsificateur, eh bien, cette pièce à main, aujourd'hui, qui est très pratique, est quand même assez dangereuse, puisque ce qui peut arriver, une des complications, alors évidemment les complications de la chirurgie de la cataracte sont assez rares, mais ça peut arriver, c'est que le chirurgien perce le sac, et notamment le fond du sac, ce qui entraîne la chute des masses cristalliniennes sur la rétine, et c'est une complication quand même qui est très problématique quand on en arrive là. Donc ça, c'est vraiment le danger de l'opération aujourd'hui. Et l'innovation que Caranova apporte permet de s'affranchir de l'utilisation de cette pièce à main à ultrasons. Alors, il existe sur le marché des machines de femto-4 qui utilisent un laser femtoseconde pour aider à la cataracte, mais c'est un progrès qui est assez minime puisque ça consiste, comme illustré ici sur le B là, ça consiste à faire une prédécoupe grossière d'éléments qui font plusieurs millimètres, une prédécoupe grossière pour faciliter le travail avec le phaco. Mais il y a toujours besoin de cette pièce à main à ultrasons. À l'inverse, justement, l'innovation apportée par Caranova permet de s'affranchir de cette étape-là. Donc, on va regarder la seconde vidéo, là, le Femtomatrix, qui illustre un petit peu tout ça. Voilà. Alors, il y a d'abord une vue de la machine. C'était une première version, elle est aujourd'hui beaucoup plus compacte, prend beaucoup moins de place. Vous voyez la tête optique au bout d'un bras robot qui vient en contact avec l'œil à traiter via l'interface patient. Et dans cette tête optique, c'est là qu'il y a des optiques pour amener le laser femtoseconde jusqu'à l'intérieur du cristallin. Alors si on ne fait rien de particulier, on a un spot, un faisceau laser avec un seul spot. Effectivement, ce spot fait des disruptions de quelques micromètres seulement. Et donc, pour venir fragmenter entièrement un cristallin de plusieurs millimètres cubes, ça prendrait beaucoup trop de temps. L'innovation Femtomatrix, c'est la suivante, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul spot qui vient fragmenter le cristallin, on a une matrice de spots qui est réalisée grâce à une modulation du front d'onde laser. Donc j'y reviendrai. Ici, on vient moduler le laser de façon à ce qu'on ait une multiplicité de spots laser en parallèle. Et évidemment, en fonction de la modulation qu'on choisit, on peut avoir différentes matrices de points, différents nombres de points aussi qui vont venir couper et émulsifier en parallèle le volume du cristallin. Et bien évidemment, comparé à un monospot, l'émulsification est beaucoup plus rapide. Et une fois plus rapide suivant le nombre de spots. Et une fois que le cristallin comme ça est fragmenté en cubes de 200 micromètres de carré, en cubes de 200 micromètres de côté, pardon, eh bien, il reste ensuite à l'aspirer avec simplement une pièce à main d'aspiration. Donc ici, vous voyez 200 micromètres pour illustrer les cubes. Et cette pièce à main d'aspiration n'a pas d'ultrasons. Elle est beaucoup plus petite aussi que le phaco. Et donc, ça permet de s'affranchir du risque de déchirement du sac à cause du phaco-émulsificateur. Voilà. Et ça, c'est une innovation qui est extrêmement importante puisque c'est une révolution de la chirurgie classique, puisque finalement, on diminue le risque lié à cette opération de manière très importante. Donc, si on peut revenir au slide. Voilà. Super, merci. Merci Nathalie, elle gère en même temps, c'est top. Alors, du coup, pour parler un petit peu photonique, quel est le principe photonique derrière cette modulation du front d'onde qui permet de passer d'un point laser classique à une multitude de points en parallèle? Alors, on va pas faire un cours évidemment, mais on va essayer de se rappeler de l'aspect ondulatoire de la lumière, et notamment quand celle-ci est très cohérente, comme un laser. On peut se rappeler que c'est un champ électromagnétique qui se propage, et l'oscillation du champ est perpendiculaire
à la direction de propagation. Donc c'est un petit peu à l'image des ondes de surface quand on jette une pierre dans l'eau, tout simplement. Et ce qui est assez important à remarquer, c'est que la propagation de ces ondes dépend directement de la forme de la surface d'onde qu'on imagine très bien sur l'eau, hein, selon le principe de Lorentz. Et ce principe dit que chaque point de la surface d'onde, donc des cercles qui sont dessinés, peut être considéré comme une source secondaire et qui génère elle-même une onde. Et comme ça, on comprend la propagation de ce type d'onde. Et pourquoi je m'attarde là-dessus? Eh bien, parce que si on s'amuse à regarder l'importance de la phase entre les points de ces ondes, par exemple, si on prend deux sources ponctuelles ici à gauche, en phase, eh bien, on s'aperçoit, après un petit peu de propagation, qu'on a des maxima d'intensité répartis comme ça. On en voit 3 ici à droite, enfin au milieu. Et si jamais on change la relation de phase, c'est-à-dire le retard entre ces points, par exemple ici en opposition de phase, sur l'exemple de droite, eh bien on voit qu'on a changé la distribution d'intensité des maxima de tout à l'heure. Et finalement, en contrôlant comme ça les points de l'onde laser spatialement, eh bien on est capable de contrôler la répartition des maximums d'intensité, des maxima d'intensité dans un plan. Et finalement, la question, ça va être quelle modulation de phase, donc quelle relation de phase spatiale je dois mettre sur mon faisceau de façon à obtenir 5, 6, 10 points laser en parallèle pour pouvoir émulsifier le cristallin. On a une relation de transformée de Fourier qui lie mathématiquement ces deux plans. Et il y a plusieurs algorithmes, évidemment, que je n'ai pas le temps de détailler, mais qui permettent, par itération, de trouver le masque de phase, la modulation de front d'onde, qui permettent d'avoir ce genre de distribution d'intensité. Alors, je rappelle que la recherche sur la mise en forme spatiale, c'est quelque chose qui date depuis un certain temps au laboratoire Hubert-Curien, qui est aussi en place à Manutech, et qui évidemment fait partie intégrante de la machine Keranova. Et comment maintenant est-ce qu'on fait ça physiquement, puisque là j'ai déjà plus beaucoup de temps. Donc là j'ai essayé de donner quelques clés pour le calcul de ce masque de phase. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça sur un faisceau? Eh bien, on a besoin d'un élément qui a une épaisseur optique variable. Et pour ça, on utilise des cristaux liquides, qui sont des systèmes commerciaux. Donc, c'est des matrices de pixels avec une couche de cristaux liquides dont on peut orienter l'orientation de ces molécules de cristaux liquides grâce à un champ électrique. Et en changeant l'orientation de ces molécules qui sont biréfringentes, qui sont de forme ellipsoïdale, eh bien, on change le retard optique d'une onde qui va être réfléchie et qui va passer 2 fois au travers de cette couche comme illustré sur la figure du centre. À droite, c'est une image de ce genre de modulateur de front d'onde, c'est SLM pour Special Light Modulator, qui permettent comme ça, simplement en affichant un masque de phase et en faisant réfléchir le faisceau laser dessus, changer la forme du faisceau laser. Et c'est cette technique qui a permis aujourd'hui de travailler, de réaliser la machine de Keranova, de chirurgie. Il y a déjà 27 chirurgies qui ont été opérées lors de 2 études cliniques, donc 27 chirurgies de la cataracte sans aucune phaco sur des personnes vivantes, bien sûr, en très bonne santé. Ce que vous voyez ici, c'est le tout premier cristallin humain entièrement photo-émulsifié et non plus phaco-émulsifié, photo-émulsifié. Et voilà, donc j'en ai fini pour ma présentation. Je remercie évidemment tous les collègues et je vous remercie pour votre attention. Je reste pour la suite et pour les questions. Donc du coup, je laisse la main à Aurélien maintenant. Qui ne devrait pas tarder. Voilà. Salut. Salut Cyril. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ouais, je t'entends bien. J'ai encore le contrôle si tu veux que je défile. C'est parfait. Alors, donc merci Cyril pour cette très belle présentation sur Keranova et sur le projet et aussi sur donc, cette innovation qui est à l'origine de Keranova, donc la mise en forme de faisceau. Et c'est vrai que l'idée de cette seconde partie de présentation, c'est d'expliquer comment, à partir d'une innovation initiale, finalement, on avait une belle idée. On peut mettre en forme le faisceau en plusieurs points pour améliorer la chirurgie de la cataracte.
mais ce qu'on ne savait pas encore, c'est comment concrètement ça allait se passer. Et donc, c'est vrai qu'assez précocement dans le projet, on a senti le besoin, alors c'est peut-être notre origine scientifique, un peu tous, qui nous a poussé à faire ça, de comprendre qu'est-ce qu'on allait faire. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on envoie un faisceau laser femtoseconde dans un cristallin? Qu'est-ce qu'on peut observer voilà, pour comprendre comment vraiment optimiser cette chirurgie. Voilà, donc comme je viens de le dire, on avait notre première innovation technologique hein, qui est la mise en forme de faisceau, qui nous permet finalement d'aller plus vite. Maintenant, que fait-on qu'allons-nous faire de cette vitesse? Alors, les problèmes qui se posent dans la chirurgie de la cataracte, c'est déjà qu'on va essayer de découper avec un faisceau laser, donc optique, un cristallin qui est cataracté, et donc qui est par définition inhomogène, et donc potentiellement assez peu transparent. Le second problème, c'est parce qu'on peut se dire qu'à la limite, si on manque de transparence, on pourrait augmenter l'énergie, mais on a un patient sous la machine, un patient qui a une rétine, et donc la rétine ne peut pas accepter une quantité infinie d'énergie. Donc, au bout d'un moment, il y a des risques de brûlure de la rétine du patient, donc on est quand même limité. Et autre problème, c'est que, comme l'a expliqué Cyril, l'idée, c'est d'améliorer la sécurité de la chirurgie hein, avec notre laser, éviter les risques de rupture de capsule. Et en fait, si on augmente trop l'énergie, il y a un risque de création de gaz. Donc, lorsqu'on va découper l'intérieur du sac du cristallin, et si on crée trop de gaz, il y a un risque de rupture de capsule. Donc, ça pourrait introduire un nouveau risque, le risque qu'on souhaitait éviter à la base. Finalement, la question qu'on s'est posée, hein, c'est comment optimiser l'énergie envoyée dans l'œil. Et les essais que nous avons réalisés, on s'est dit, bon, si on veut l'optimiser, il suffit déjà d'observer ce qui se passe. Donc, je vais vous présenter le premier essai, qui a été des essais qui ont été faits assez précocement hein, dans le projet. Donc, ça date de fin 2016 et ça a couru surtout 2017. Des études en fait, de la taille et de la dynamique des bulles de gaz que l'on réalise au laser femtoseconde dans le cristallin. Pour ça, on a utilisé des modèles porcins, donc des cristallins ex vivo, porcins et humains. Et la méthode utilisée, c'était une méthode d'observation time-lapse, c'est-à-dire qu'on réalisait un impact au laser et on allait observer un instant, donc grâce à une lampe flash, un instant de la bulle avec un délai plus ou moins grand par rapport à l'impact. Donc en fait, chaque image que l'on réalise, finalement, est un instant de l'expansion de la bulle et on devait réaliser une nouvelle bulle pour observer un nouvel instant systématiquement. Donc vous voyez ici un premier modèle que nous avons utilisé, c'est assez classique hein, en ophtalmologie, c'est un cristallin de porc, donc porcin. Vous voyez à gauche le cristallin vu de face sur une mire, donc très transparent, et juste en dessous, une image en coupe de ce cristallin avec notre imagerie OCT. Et donc, vous voyez, voilà, apparaître des images successives, donc de bulles de gaz à différents moments après l'impact, donc de 0,3 microsecondes après l'impact jusqu'à 10 microsecondes après l'impact, réalisées au laser femtoseconde. On peut observer, c'est intéressant, on peut observer qu'il y a au début une expansion de la taille de la bulle de gaz que l'on réalise dans le cristallin, jusqu'à un diamètre de bulle max, près moins d'une microseconde après l'impact. Et ensuite, on va avoir une diminution lente, enfin plutôt assez rapide au départ, hein, jusqu'à une taille de bulle, on va dire, stabilisée, au bout de 7 microsecondes. Donc là, on a observé beaucoup plus loin. Si on attend beaucoup plus loin, mais là, après plusieurs minutes, voire dizaines de minutes, en fait, la bulle va finir par disparaître tout doucement. Donc, ces essais ont été réalisés avec différentes énergies, hein, vous pouvez le voir ici. Ce qu'on observe, c'est que la dynamique reste assez semblable, hein, quelle que soit l'énergie. Par contre, le diamètre de bulle augmente avec l'énergie. Voilà, on peut observer, par exemple, dans le cristallin porcin, on peut avoir des bulles qui vont jusqu'à un diamètre de 60 micromètres en diamètre de bulle max. Et si on redescend, voilà, en diamètre de bulle stabilisée, plutôt autour de 30-40 micromètres. Pour des énergies seuil, ici, voilà, autour de 0,5 microjoules sur notre système. Donc, ces essais ont aussi été réalisés sur des cristallins humains, d'autres modèles. Donc, vous voyez à gauche une vue de face d'un cristallin humain ex vivo. Donc, ça, c'était notre chance aussi de pouvoir travailler, notamment avec le laboratoire BIGC à Saint-Étienne, qui a pu nous fournir différents échantillons qui sont assez rares et compliqués à obtenir. Donc, un cristallin humain ex vivo ici est vu en coupe. Donc, ce cristallin n'est pas cataracté, hein, vous pouvez le voir, il est assez transparent. Il ressemble au cristallin porcin, mis à part la taille. Et donc là, on observe voilà, une autre dynamique de bulle. Alors, la dynamique est assez semblable. Hein. On a une augmentation de la taille de bulle, puis une stabilisation. La différence, c'est la taille de la bulle. On voit que
par rapport au cristallin porcin, on a des bulles qui sont plus grosses proportionnellement, en tout cas la taille de bulle max, donc liées à la dureté. En fait, les cristallins humains, le noyau des cristallins humains est un peu moins dur qu'un cristallin porcin. Voilà une différence physiologique. Donc cataracté. Et donc, par contre, la dynamique est la même. Le seuil est assez semblable, 0,8 microjoules. Et donc, voilà. Donc, c'est le dernier modèle qu'on a observé, c'était les cristallins cataractés, ceux qui nous intéressent finalement pour la chirurgie de la cataracte. Donc, vous voyez à gauche un cristallin qui est assez peu transparent, voilà, un peu jauni. Et en dessous, son image OCT. On voit qu'il y a des structures à l'intérieur de ce cristallin un peu étranges, donc qui commencent à devenir opacifiés. Et alors là, la dynamique est toujours la même, encore, donc ça c'était plutôt intéressant pour nous. Donc on a une augmentation de la taille de bulle, puis une stabilisation. La grosse différence, c'est la taille de bulle, voilà, max est beaucoup plus faible. Donc là, c'est clairement la taille de bulle qu'on observe au maximum, mais très liée à la dureté du matériau. Par contre, le diamètre de bulle stabilisé, ici, on a pu observer qu'il restait finalement constant proportionnellement au seuil d'ablation. Voilà, donc finalement, qu'est-ce qu'on a pu tirer de tous ces essais? On a observé deux tailles de bulles, donc une taille de bulle max qui dépend, on a dit, donc de la dureté, qui apparaît assez précocement dans l'expansion de la bulle, qui dépend de la dureté du matériau, du seuil de l'énergie utilisée, qui est assez instable. Et une deuxième bulle un peu plus tard, donc au bout de 7 microsecondes, qui dépend cette fois-ci plus de la dureté du matériau. Donc ça, c'est ce qui nous intéressait. Quelle que soit finalement la dureté de la cataracte, on avait la même taille de bulle stable. Et donc ça nous a beaucoup intéressé parce que savoir ça nous a permis d'envisager de découper finalement et d'optimiser de la même manière toutes les chirurgies sur tous les cristallins différents, quelle que soit sa dureté, quel que soit son grade. Et donc, nous sommes basés sur ces observations pour, disons, paramétrer notre découpe laser. Voilà. Donc, en connaissant un seuil d'ablation locale, il nous est permis d'optimiser la découpe qu'on trouve d'un cristallin et donc d'optimiser également la durée de l'opération avec un faisceau donc multipoint que nous savons maîtriser. Voilà, là, il restait juste une petite question, c'était voilà, très bien, si on connaît le seuil local dans un cristallin, on peut imaginer faire une ablation homogène. Simplement, aucune machine sur le marché ne permettait de définir le seuil d'ablation local dans un cristallin. Et donc, ça nous amène à la deuxième présentation que je vais faire, c'est un développement interne de Keranova qui était une méthode pour mesurer les seuils dans les cristallins in vivo, juste avant la chirurgie. Voilà, c'est une méthode qu'on a appelée, une méthode basée sur l'imagerie OCT, que l'on a appelé le Threshold Scanning System, TSS. Donc, je vais aller rapidement, qu'est-ce que l'on fait? Donc, on va réaliser 8 spots d'énergie croissante dans le cristallin. Et donc, on va observer ces 8 spots. Vous voyez ici une image OCT. On observe très bien les 8 spots avec une taille croissante dans le cristallin porcin ici. Et ensuite, on va simplement compter le nombre de bulles réalisées de manière automatique. Donc, si on observe, comme dans cet exemple en haut, 7 bulles, cela signifie simplement que dès 1 microjoule, on a pu donc obtenir une bulle de gaz dans le cristallin, et donc c'est notre seuil de découpe. Dans un autre endroit du cristallin, vous voyez en dessous, on observe seulement 5 bulles, et donc là, simplement, ça veut dire que notre énergie de seuil est plutôt à 1,9 microjoules. Les bulles d'avant n'ont pas pu découper. Grâce à cette technique, il est possible pour nous maintenant donc, de cartographier finalement l'énergie nécessaire à la découpe du cristallin, donc actuellement en 24 positions, et donc de faire une sorte de cartographie 3D du cristallin. Et avec cette cartographie, il nous est possible ensuite d'optimiser en fait l'énergie que l'on envoie dans le cristallin, premièrement, et également le nombre de spots localement que l'on va utiliser pour optimiser la durée de la chirurgie. Voilà, alors maintenant, je vais vous présenter une rapide illustration de ces capacités de ce TSS, un exemple sur un globe porcin découpé. Donc, vous voyez à gauche un globe porcin avec des seuils d'énergie qui ont été mesurés grâce à notre système, donc des énergies qui vont de 0,7 à 1,9 microjoules dans ce cristallin, donc avec une énergie moyenne d'1 microjoule. Et donc là, on pourrait imaginer utiliser 9 spots partout dans le cristallin. Tandis qu'à droite, donc j'ai mis une énergie de 4,2 microjoules. Alors, c'est une énergie qui est assez, on va dire, disons, moyenne pour une chirurgie de la cataracte dans la concurrence. C'est typiquement le genre d'énergie qu'on pourrait utiliser si on n'avait aucune information sur le cristallin, sur son grade, sur sa transparence. Et donc là, on serait limité à uniquement 3 spots.
Donc maintenant, si on observe le résultat, on voit qu'à gauche, donc on a découpé tout le cristallin en 30 secondes, avec un volume de gaz créé autour de 2 microlitres, tandis qu'à droite, la chirurgie a duré 45 secondes et le volume de gaz créé était donc beaucoup plus élevé, hein, 50 microlitres. La chirurgie est beaucoup moins maîtrisée. Voilà, donc concrètement, en connaissant un seuil local dans le cristallin, combiné à notre mise en forme de faisceau, on peut donc optimiser l'énergie dans tout le cristallin, le diamètre des bulles de gaz, et donc optimiser l'efficacité de cette fragmentation. Et on peut aussi optimiser donc, le nombre de spots, qui était notre technologie initiale, utiliser localement dans le cristallin, et donc la durée de la procédure. Et cela nous amène à pouvoir découper jusqu'à 20 000 cubes, donc 20 000 petits cubes de 200 microns dans le noyau du cristallin. Voilà, c'est ce que nous appelons le passage de la fragmentation, donc qui était finalement l'ancienne méthode de chirurgie à la photoémulsification. Voilà, et donc pour cette petite explication technique, maintenant je vais passer la parole à Emmanuel. Oui, bonjour à tous. Alors, après cette présentation technique, nous voulions vous partager avec vous un petit peu les impressions et les surprises que nous avons eues dans la découverte du monde du dispositif médical. Donc, on n'est pas des vieux routiers du domaine. C'est notre première expérience à nous trois dans les medtech. Et donc, voilà, ce sont quelques surprises, quelques conseils aussi qu'on pourrait adresser aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure. Mais avant ça, je voudrais juste faire un petit peu d'histoire là sur la jeunesse du projet, sur tout le déroulement du projet pour donner un petit peu de perspective. Donc, les premières manips de thèse datent de février 2013 et un dépôt de brevet en octobre 2014 par le laboratoire BIXé, par l'université Jean Monnet. Donc, toute une série de discussions, d'élaboration du business plan, de recherche de financeurs, de constitution de l'équipe, de négociations sur la propriété intellectuelle, voilà, pour aboutir à une création en septembre 2015, une preuve de concept réalisée dans la foulée, j'en reparlerai, et une première levée de fonds de 4 millions d'euros en janvier, un démarrage opérationnel en mai 2016, et à partir de là, toute une série de prototypes, d'essais, de développement qui nous ont conduits en décembre 2018 à réaliser les premiers patients humains, traiter les premiers patients humains, ce qui a conduit à une deuxième levée de fonds en janvier 2019 au vu des bons résultats obtenus. Et une deuxième étude est venue compléter cette première étude sur une cohorte plus importante de 30 patients et qui nous rend tout à fait confiants sur la suite des opérations et sur la mise sur le marché qui est planifiée aux alentours de 2022. Donc là, on voit qu'effectivement, il faut un certain temps pour passer de l'innovation jusqu'à la mise sur le marché. Donc, ça veut dire une quantité assez considérable de financement, sachant qu'aujourd'hui, nous sommes 35 personnes à travailler sur le développement de ce dispositif. Avant de passer à ce qu'on voulait communiquer aux participants, je voulais faire un petit rappel aussi sur la genèse, sur le contexte favorable à l'innovation qui a permis en fait l'éclosion de ce projet. D'abord, une coopération interdisciplinaire, donc ça a déjà été rappelé, et donc cette thèse en co-tutelle entre le laboratoire Hubert Curien et le laboratoire BIXé, qui a conduit à l'innovation. Le deuxième élément clé, ça a été la possibilité qu'on a eu de faire des essais sur matériaux biologiques, mais avec des vrais équipements et avec de la mise en forme de faisceaux, avec des optiques adaptées sur les plateformes Manitech USD. Donc ça a été un élément décisif sur le déclenchement du financement. Et puis un troisième partenariat que je connais à souligner avec la société Thales Ingénieux, qui nous a permis d'avoir accès à une expertise mondialement reconnue en conception optique
et qui a permis de développer une brique fondamentale de la machine, qui est le système optique de focalisation. Voilà, donc ça s'est fait en bonne intelligence et en partenariat avec les personnes d'Ingénieux. Et ça a été un déclencheur. Alors, les trois sujets les trois surprises en fait qu'on a eues nous en tant qu'ingénieurs et scientifiques par rapport au dispositif médical, c'est la spécificité du domaine de la santé. Donc il y a un marché assez particulier puisque on traite un patient mais qui n'est pas le client. Lui, il a peu de choix dans dans la technique qui va le traiter. Nous, notre interlocuteur, notre sujet, c'est l'utilisateur, le chirurgien, le personnel médical. L'utilisateur n'est pas l'acheteur, puisque c'est plutôt l'hôpital, la clinique. Et tout ça se fait dans un contexte de remboursement qui est très variable d'un pays à l'autre. Voilà, en fonction de la présence ou non d'un système de sécurité sociale, d'un système de mutuelle, des remboursements qui varient pour un acte donné d'un pays à l'autre. Donc tout ça est un contexte mondial assez complexe et compliqué qu'il faut absolument maîtriser pour pouvoir transformer l'innovation en un business model qui va convaincre les investisseurs voilà, de mettre plusieurs millions d'euros sur la table dans un premier levée de fonds sur la base d'une manip. Donc, bon, pour ça, parmi les 7 cofondateurs, 2 ont une expérience très approfondie du domaine de l'ophtalmologie. Fabrice Romano, le PDG de la société, et Sophie Valla, qui venait d'un acteur majeur du domaine. Cette connaissance du marché, elle ne s'arrête pas à la levée de fonds et au business model. Elle est aussi utile pour concevoir une machine qui va répondre aux besoins du marché, donc elle est à l'écoute des utilisateurs. Je sais que ça fait 30 minutes là, et je vais essayer d'aller assez rapidement. Donc il faut être à l'écoute de ces besoins pour développer la bonne machine. Deuxième sujet d'étonnement, enfin sujet important, la propriété intellectuelle, qui peut être un sujet de friction au démarrage du projet. Et une propriété intellectuelle verrouillée ne déclenchera pas d'investissement. Donc ça, c'est pas propre au dispositif médical, mais dans notre cas, ça a été particulièrement le cas. Enfin, ça a été un facteur clé. La rédaction du premier brevet est très importante et elle est difficile à faire dans un contexte où on ne connaît pas encore le marché. Et donc, du coup, on a un brevet assez large spectre et donc plus difficile à défendre, même si ça a été couronné de succès. Il a fallu des efforts pour prouver qu'on était innovant. L'état de l'art n'a pas forcément le temps d'être fait de manière exhaustive et donc n'est pas là pour guider la rédaction du brevet. Mais plus on en tient compte et plus facile sera l'extension du brevet national en Europe et dans les autres dans le monde entier. Voilà, donc il y a quand même des écueils si l'état de l'art n'a été fait ou si l'invention ne fonctionne pas, ce qui n'a pas été le cas de Keranova. Autre aspect, c'est la réglementation qui est extrêmement sévère dans le dispositif médical, qui est basée sur la maîtrise des risques. Donc beaucoup de normes qui s'appliquent, aussi bien normes produits que normes process, donc un système de management de la qualité relativement exigeant, qui sont des prérequis à l'autorisation de mise sur le marché. Donc la difficulté dans le cadre d'une start-up, c'est de mener en parallèle des développements rapides pour avoir des résultats et continuer et suivre la feuille de route et commencer à répondre aux exigences de la réglementation. Donc, il faut prendre en compte les risques le plus en amont possible pour pouvoir intégrer les solutions techniques de réduction des risques dans la conception et gagner du temps et mettre en place rapidement les premiers processus de qualité. Voilà. Donc, au final, beaucoup de compétences à rassembler pour faire du domaine médical. Je dirais que pour faire un dispositif médical, il vaut mieux en avoir déjà fait un, tellement il y a de sujets à traiter, la connaissance du marché, réglementaire, les affaires cliniques, beaucoup de métiers, parce qu'il faut souvent développer nous-mêmes des solutions, parce que les solutions étagères ne peuvent pas s'intégrer dans la version finale du produit. Donc voilà, et aussi, donc du coup, tout ça rend l'accompagnement des startups dans leur développement assez compliqué, parce qu'il y a tellement de sujets que en général, c'est pas maîtrisé par une seule personne.
Voilà, donc du coup, une startup dans le DM, c'est un voyage au long cours, c'est pas en quelques années, une équipe, des gens venus de beaucoup d'horizons et d'innovation dans la rigueur qui est imposée par la réglementation. Voilà, merci de votre attention. Désolé pour ce petit décalage. Et nous sommes à l'écoute de vos questions. Très bien, merci, merci beaucoup. Et un premier bel exemple de comment une technologie photonique peut améliorer donc un soin, j'allais dire, ou une opération chirurgicale.